Chers amis internautes, bonjour. Ravi de vous retrouver dans La vie autrement, une nouvelle émission conçue avec l'aide d'une équipe d'Esprit Libre et tout naturellement diffusée sur la télévision des Esprits Libres, TV ADP, ainsi que sur Mediazone et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, pour mon plus grand plaisir, j'accueille un homme pour qui j'ai la plus sincère admiration et le plus profond respect. Il est, à mes yeux, tout ce que doit être un journaliste digne de ce nom, un honnête homme. Il est une référence absolue pour beaucoup d'entre nous, car il a toujours été au service de la vérité, même s'il a fait grincer les dents de ses détracteurs, comme l'inanérable Conspiracy Watch, qui, pour tenter de le décrédibiliser, a utilisé contre lui le qualificatif ridicule de complotiste, ou plus risible encore, d'antisémite. Michel Collomb est l'honneur de la profession de journaliste et un exemple à suivre pour tous ceux qui ambitionnent de faire du journalisme à un moment où les propagandistes de l'ordre établi ont tellement sali cette belle profession par leurs mensonges et leurs manipulations que leur tâche ne pourra être rendue possible que par un attachement indéfectible à la vérité et à la véritable information. Michel, c'est un grand honneur pour moi, qui ne suis qu'un modeste journaliste indépendant inconnu, que de vous recevoir et échanger avec vous. Vous avez été et vous êtes encore aujourd'hui un homme qui n'a jamais plié, qui n'a jamais accepté de compromis. Vous vous êtes opposé à toutes les guerres occidentales iniques contre le monde arabo-musulman. Vous avez dénoncé les médias comme colporteurs de contre-vérités. C'est d'ailleurs à vous que l'on doit l'appellation désormais populaire du mot média mensonge pour les désigner. Vous avez pris une position en faveur du Hamas qui, je le rappelle, a été démocratiquement élu par le peuple palestinien, mais classé comme organisation terroriste sous la pression du lobby sioniste international. Vous avez courageusement désigné Israël, le pays de l'apartheid, comme, je cite, l'État le plus raciste du monde. Et vous avez toujours été du côté des opprimés contre les oppresseurs. Et bien qu'étant pour ma part totalement apolitique et apartisan, nous partageons les mêmes combats et nous en faisons exactement la même analyse. Je pourrais aligner les faits d'armes pendant de longues heures, tant vous avez marqué la génération des journalistes indépendants qui se retrouvent en vous comme un porteur de flambeau, le porteur de la flamme de la vérité et de l'intégrité. Nous ne pouvons que vous souhaiter une longue vie, car nous avons besoin de vous. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, Michel, et bienvenue. Merci Eric pour l'invitation. Alors Michel, c'est pour moi un plaisir et un honneur de pouvoir échanger avec vous, parce qu'évidemment, votre avis, votre point de vue, votre analyse nous intéresse tous. Vous, comme je le disais, vous faites partie de ces journalistes indépendants qui inspirent la confiance à cause de l'intégrité de vos positions passées durant toute votre vie. Vos actes parlent pour vous. Alors, à un moment de tension internationale, je ne sais pas si on peut la qualifier de réelle ou d'artificielle, entre le bloc occidental et la Russie de Poutine, j'aimerais avoir votre analyse sur ce point. Elle est à la fois réelle et artificielle, mise en scène, je dirais. Elle est réelle parce que les États-Unis, qui sont une puissance déclinante sur le plan économique, qui sont aussi une puissance qui n'a depuis longtemps, qui a perdu toutes les guerres qu'elle a engagées depuis très longtemps, sauf si on considère l'invasion de la Grenade comme une guerre, c'est à peu près leur seul succès. Et les États-Unis qui sont dans un état de crise interne profonde, provoquée, aggravée en tout cas par les guerres et
les gouffres financiers qui ont été engloutis, aggravés par les causes économiques fondamentales qui ont amené les multinationales à délocaliser leurs entreprises dès les années 70 pour gagner plus, mais ce faisant, ils ont évidemment liquidé le pouvoir d'achat des ouvriers qui licenciaient. Donc les États-Unis sont dans une crise profonde très grave. Ils représentaient 50% du PIB, donc la production mondiale en 1945, c'est vrai dans des circonstances spéciales. Maintenant, ils sont descendus au-dessous de 20% et bientôt, ils vont se retrouver à 11-12%. La même chose que l'Europe, moins que la Chine, donc une puissance moyenne. Et tout ce conflit autour de l'Ukraine, toute cette dramaturgie, a pour but justement d'essayer d'enrayer ce déclin, de maintenir des zones soumises à leurs multinationales comme marché, comme source de main-d'œuvre, comme source de matières premières. Et pour ça, il faut briser les rivaux. Et clairement, la Russie est une rivale, la Chine est une rivale. Et donc, toute cette agressivité autour de l'Ukraine vient des États-Unis, a des raisons fondamentales. Et le problème, c'est que ils sont capables de menacer, mais s'ils ne sont même pas capables de gagner une guerre contre l'Irak ou l'Afghanistan, comment est-ce qu'ils pourraient affronter une grande puissance? Donc, on doit se poser la question, je crois que les généraux au Pentagone savent très bien qu'ils ne peuvent pas gagner une guerre contre la Russie, ce serait une catastrophe pour l'humanité et pour les États-Unis. Donc, toute la question est quelle est la véritable cible? Qui veulent-ils vraiment attaquer? Et je pense que d'une part, il s'agit de briser l'alliance Moscou-Pékin et des pays du Sud contre eux. Et d'autre part, la véritable cible de cette guerre froide ou tiède contre l'Ukraine, contre la Russie, c'est l'Europe et surtout l'Allemagne. Donc, je pense qu'on doit analyser ce qui se passe à la lumière, je l'ai dit dans une récente émission de Michel Midi, à la lumière de ce que Brzezinski, le stratège majeur des États-Unis, actif sous Carter, l'homme qui a envoyé Ben Laden pour renverser le gouvernement de gauche en Afghanistan, et l'homme qui a lancé le terrorisme dit islamiste. Comment Brzezinski voyait-il ça? Il estimait qu'il fallait affaiblir le plus possible la Russie, même la diviser en trois si possible, et l'Ukraine était pour lui une pièce majeure là-dedans. Et dans son livre que je cite constamment, mais que chacun devrait lire, c'est un livre d'une crapule, mais une crapule qui a joué un rôle fondamental dans la stratégie des États-Unis et qui est très instructif parce qu'il est très franc. Il parle et quand il écrit ce livre, il est à la retraite, donc il n'est plus obligé de faire des périphrases et des manipulations diplomatiques. Il dit la vérité brutalement, nous, on doit continuer à dominer le monde le plus possible. Pour ça, il faut briser la Russie, la Chine aussi, mais à ce moment-là, il parle beaucoup de la Russie. Et il dit, nous devons empêcher une alliance entre l'Europe et l'Allemagne surtout et la Russie. Une alliance, ou en tout cas un partenariat commercial, c'est évident. Quand vous regardez la carte, vous regardez l'Allemagne, vous voyez où est-ce qu'elle peut vendre ses produits. Ben, le marché russe est énorme, il est là à côté. De quelle énergie a-t-elle besoin? Du gaz russe. Donc, il suffit de regarder une carte et on comprend que c'est un partenariat commercial normal, évident. Mais si les États-Unis ont des rivaux, y compris l'Allemagne, qui se renforcent, c'est mauvais pour eux. Et donc, il faut garder l'Allemagne et l'Europe dans des positions subordonnées. Et pour ça, il faut les obliger à rompre avec la Russie. Il y a une pression énorme pour renoncer au gazoduc Nord Stream 2 qui amènerait le gaz russe vers l'Allemagne. Une pression énorme. Biden a essayé d'obliger Stolz, le nouveau chancelier allemand, à faire une déclaration en ce sens. Et Stolz a dit non merci, occupez-vous de vos affaires. Et donc, je crois que c'est là qu'il faut voir la raison fondamentale. Mais bon, une guerre des États-Unis, c'est toujours quelque chose avec plusieurs fonds. Et bien entendu, ça joue un rôle aussi pour
détourner l'attention des citoyens des États-Unis devant la faillite évidente de leur régime pour le niveau de vie. Je rappelle que Biden avait promis de lever le salaire minimum à 15 dollars, ce qui était déjà pas beaucoup, mais il est même revenu sur cette promesse. Je rappelle qu'il y a un nombre incroyable d'enfants qui sont dans la pauvreté aux États-Unis, qu'il y a des régions où il n'y a pas de perspective d'emploi, et au lieu de s'occuper de ça, on dépense un argent fou à la machine militaire et à des préparatifs de guerre contre l'Ukraine, contre la Russie et sur d'autres terrains aussi. Il ne faudrait pas croire que c'est la seule zone d'agressivité des États-Unis. Donc, je crois que cette menace est le signe du déclin des États-Unis, de leur affaiblissement, et ça doit nous réjouir, et en même temps de leur refus d'accepter ce déclin, de leur refus de devenir un pays comme les autres, qui respectent le droit international. Ils veulent rester les maîtres du monde, et ça, je crois que ça doit nous interpeller. Il y a du travail pour les citoyens par rapport à ça, parce que les pays, les régimes qui se prennent pour les maîtres du monde, l'histoire nous a montré à quel point c'était dangereux. Alors hier, nous apprenions que des bombardiers B-52 avaient atterri sur le territoire britannique en prévision de manœuvres de l'OTAN. Est-ce que vous pensez que ça fait partie de la gesticulation occidentale habituelle pour essayer d'impressionner les Russes, si on peut impressionner les Russes? Je ne sais pas si c'est pour impressionner les Russes ou si c'est pour créer un climat d'hystérie dans l'opinion publique occidentale. Parce que, comme je l'ai dit, je pense que les généraux à Washington ont compris que ce n'était pas possible. Et en fait, les États-Unis sont déjà un peu en train de faire marche arrière. Et la visite de Macron à Moscou, à Kiev, à Berlin s'inscrit un peu là-dedans. Ils sont peut-être aussi en train de chercher une porte de sortie honorable, pour citer un livre qui a beaucoup attisé ma curiosité de Eric Vuillard, qui va être certainement à lire prochainement, qui vient de sortir. Donc, je crois que les États-Unis ont déjà reculé d'un pas pour plusieurs raisons, notamment que l'alliance Moscou-Pékin se renforce et que c'est un paradoxe. Vous voyez, les États-Unis, en essayant d'intimider tout le monde, intimider les Russes, etc., ils les poussent dans les bras des Chinois. Alors que le régime de Poutine, c'est vraiment pas du tout la même chose que le communisme en Chine. Mais face à cette volonté d'hégémonie et de domination sur le monde, les pays menacés, les cibles, forcément doivent s'unir, collaborer. Et d'ailleurs, c'est pas nouveau. À mon avis, un phénomène majeur dans l'histoire actuelle, c'est l'organisation de la coopération de Shanghai, dont on parle très peu, et qui en réalité représente donc une alliance entre Moscou et Pékin, et au début, c'est une série de républiques ex-soviétiques de l'Asie centrale, avec beaucoup de pétrole et de gaz, et donc, comme par hasard, avec des menaces terroristes, parce que quand vous avez du pétrole et du gaz, vous avez tombé du ciel des terroristes, soi-disant pour des raisons religieuses, mais il n'y en a pas dans les régions où il n'y a pas de ressources minières et énergétiques importantes. Et donc, cette organisation de la coopération de Shanghai, ça a démarré tout discrètement, on n'y prêtait pas du tout attention en Occident. Et puis, ça a attiré toute une série d'autres pays, comme l'Iran, comme l'Inde, comme les pays de l'ASEAN. Et en fait, toute l'Asie est entrée ou est en train d'entrer dans cette organisation de coopération économique et sécuritaire. Et ça embête beaucoup les États-Unis, parce que ça crée une zone de libre-échange, une zone de coopération économique dont ils sont exclus. Ils ne sont pas sur le continent asiatique. Et Kissinger, en 2001, je me souviens, il avait déclaré, il avait soutenu la guerre de Bush contre l'Afghanistan
bien que Kissinger n'était pas sur la même ligne. Il trouvait que Bush le fils était un peu casse-cou et un peu imprudent, mais il avait soutenu la guerre contre l'Afghanistan, et quand il avait donné ses raisons, c'était très bizarre. Il avait dit, ben, la Chine et d'autres pays sont en train de créer une zone économique, Russie, Chine, Iran et tous les autres pays en Asie, et nous en serions exclus, donc Bush doit envoyer des troupes là-bas. Donc vous voyez déjà clairement à quoi servent les troupes. Elles servent aux multinationales, et aussi donc cette organisation de la coopération de Shanghai s'est renforcée. Bush a échoué, tout Obama qui voulait aussi organiser le pivot vers l'Asie et qui donc disait le principal problème c'est la Chine. Obama a échoué, ils ont tous échoué. Donc ils ne sont pas capables de réfléchir pourquoi cette organisation de l'économie fonctionne mieux et est plus efficace, et ils ne sont pas capables non plus de remettre en cause le système des États-Unis dans lequel vous avez des milliardaires qui accumulent des fortunes colossales, des gens comme Bezos, Musk, Zuckerberg, Gates, etc., ont augmenté leur fortune de manière colossale, pendant que la pauvreté frappe de plus en plus de citoyens aux États-Unis. Et évidemment, ils ne peuvent pas remettre ces choses-là en cause, ils ne peuvent pas attaquer leurs problèmes à la racine, c'est-à-dire combattre la pauvreté, combattre l'inégalité des revenus et des fortunes, et donc ils sont obligés de se rattraper sur des solutions agressives pour conquérir encore plus le monde, pour dominer encore plus les marchés, les matières premières, les main-d'œuvre. Mais c'est fini cette histoire-là. Leur déclin est irréversible. Alors, la visite de Macron à Moscou me fait penser un peu à cette formule qu'avait utilisée, il me semble, François Mitterrand ou Valéry Giscard d'Estaing, en qualifiant un des politiciens qui avait été à Moscou de petit télégraphiste. Vous vous souvenez de ça, Michel? Je ne me souviens pas de l'auteur, mais effectivement, oui, on a entendu ça. Oui. Alors, Macron est allé jouer le petit télégraphiste de Biden, parce que si on écoute évidemment les médias à mensonges occidentaux, on nous fait croire que Macron a réussi à détendre la situation, à dédramatiser un peu le climat. Et quand on lit la presse russe, on entend un tout autre son de cloche, à savoir que Poutine est resté sur ses positions et que il ne veut rien savoir. En l'occurrence, il refuse que l'Ukraine soit intégrée à l'OTAN, parce qu'il fait l'analyse suivante. Il considère que à partir du moment où on aura intégré l'Ukraine dans l'OTAN, l'Ukraine serait tentée évidemment de vouloir récupérer la Crimée par la force des armes. Ça provoquerait inévitablement un conflit avec la Russie. Et compte tenu de l'article 5 qui régit l'assistance de tous les autres pays à un des pays en guerre de l'OTAN, ça finirait en guerre mondiale. Je crois que, bon, il y a évidemment des choses qu'on ne sait pas, mais la visite de Macron, à mon avis, a peut-être à voir avec Biden et ce dont je parlais, la nécessité d'une sortie honorable. À mon avis, ça a beaucoup à voir avec le refus de Berlin dont je parlais de capituler devant les États-Unis. Vous savez, en Allemagne, c'est complexe. Il y a dans l'industrie, il y a des courants qui sont très liés aux États-Unis, soit à l'armement, tout simplement, soit à des multinationales des États-Unis ou qui vendent aux États-Unis. Et puis, vous avez des sociétés qui veulent le marché russe, qui veulent un marché plus indépendant. Donc, la France, par rapport à ça, qui n'est que le numéro 2 en Europe, essaye de jouer sa carte personnelle quand elle le peut, je pense à ses intérêts en Afrique, mais tient à son alliance avec l'Allemagne. Et donc, je ne sais pas si Macron représentait Biden, peut-être qu'il représentait surtout Stolz à Moscou, et essayer de montrer que l'Europe n'est peut-être pas prête, heureusement, à accepter les va-t-en-guerre des États-Unis qui veulent, comme je l'ai dit, faire une guerre qui serait aussi en fait contre l'Europe indirectement. Donc,
C'est pas l'essentiel, on le sait, l'essentiel, c'est entre les trois grandes puissances, mais voilà mon interprétation de la visite de Macron. Alors, aujourd'hui, on a l'impression que l'Union européenne est un conglomérat de pays fous. Chacun gère ses propres intérêts. L'intérêt commun des Européens disparaît derrière les égoïsmes économiques nationaux, puisqu'on constate par exemple qu'un pays comme l'Italie continue à faire des affaires avec la Russie, dont elle est dépendante sur le plan du gaz, sur le plan énergétique. Les Français jouent leur carte, les Allemands jouent la leur. Comment vous voyez l'avenir de cette Union européenne? Mais l'Europe n'a jamais été qu'un rassemblement d'intérêts économiques égoïstes. Euh, je rappelle que l'Europe est un vieux projet qui a été élaboré notamment par des gens qui soit avaient été nazis, comme Hallstein, soit avaient été très conciliants avec le fascisme comme Monnet, Schuman. Donc, ça n'a jamais été autre chose. C'était l'idée de, au départ, de former une puissance européenne pour contrer l'attirance, l'attraction de l'Union soviétique, qui avait des réalisations économiques et sociales importantes, qui progressait beaucoup, qui avait surtout remporté la guerre contre le nazisme et avec beaucoup de sacrifices, et donc il y avait dans la génération de l'après-guerre une grande reconnaissance, une grande estime pour l'Union soviétique, même si tout le monde était loin d'être communiste, bien sûr. Et donc, l'Europe, elle a servi à ça, former un bloc qui permettait aux États-Unis de garder le contrôle de l'Europe et du marché européen. Quand vous lisez, comme je l'ai écrit dans mon livre USA, les 100 pires citations, quand vous lisez les motivations du plan Marshall, Marshall lui-même, du président des États-Unis, etc., c'était clairement, si on veut empêcher l'Europe de devenir rouge ou de devenir indépendante, il faut la contrôler. Donc, ils ont créé l'Europe pour ça. Après, bien entendu, on a eu une phase où les multinationales françaises et allemandes, comprenant qu'elles n'avaient pas la taille suffisante pour dominer le monde et qu'il fallait s'unir et que pour ça, il fallait créer un grand marché, une monnaie, un État ou un embryon d'État capable de défendre leur multinationale, on a eu ça. Le problème, c'est que cette Europe a été dominée par le néolibéralisme, par l'Allemagne, et que donc l'Allemagne s'en est servie pour imposer ses volontés à des pays comme l'Italie, comme l'Espagne, avec des prêts, des investissements, des réglementations pour y vendre le plus possible ses marchandises et profiter de ses main-d'œuvre. Et donc, quand l'économie allait plus ou moins bien, bon, ça c'est peut-être pas encore trop remarqué, mais dans les années 2000, où la crise frappe très fort, mais il y a des contradictions économiques et politiques très fortes, même entre des pays comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, etc. Donc l'Europe du Sud, on va dire, et ces contradictions sont beaucoup plus fortes en Europe de l'Est, parce que le grand projet d'intégrer l'Europe de l'Est dans l'Allemagne et dans l'Europe a été en réalité un projet criminel de destruction économique et sociale. La RDA, par exemple, c'était une puissance économique, c'était la 10e puissance économique du monde. Il y avait des usines qui tournaient, certaines étaient peut-être démodées, mais ça tournait, ça fonctionnait, ça donnait des produits de qualité, ça donnait de l'emploi. Et qu'est-ce que Helmut Kohl et l'Allemagne occidentale de l'époque ont fait? C'est détruire cette industrie, supprimer le plus possible d'usines et créer une main-d'œuvre qui allait devoir être forcée de s'exporter en étant très bon marché pour l'Allemagne de l'Ouest. Et donc, on voit maintenant le désert en Allemagne de l'Est. Pire encore, des pays comme la Bulgarie, la Roumanie
On a détruit leurs usines. Vous avez des usines où il y a des régions où il n'y a plus que les vieux qui habitent. Parce que les hommes en âge de travailler ont été obligés de s'expatrier, les femmes aussi, dans toute une série de professions. On les trouve en France, en Belgique, en Grande-Bretagne. Les uns sont médecins ou des professions un peu qualifiées, les autres sont dans le bâtiment, dans la restauration, dans toutes sortes de métiers, souvent au black, mal payés, etc. Et donc, vous avez des régions entières de l'Europe de l'Est qui sont des déserts. Donc, à ça, malheureusement, pour l'instant, les régimes dans ces pays réagissent en général d'une manière réactionnaire, nationaliste, chauvine, raciste. Donc, c'est pas bon. Mais une chose qui est claire, c'est que l'Europe s'est énormément affaiblie, que l'Allemagne et ses alliés sont détestés et que c'est juste un rapport de force. Donc, tout le monde essaye, les uns essayent de continuer à exploiter et les autres essayent de se libérer un peu de ça. Donc, je crois que l'Europe est effectivement, dès le départ, un projet extrêmement égoïste et meurtrier. Vous constatez comme moi cette montée de l'europhobie, si j'ose dire. Vous vous souvenez du référendum de 2005 sur lequel Nicolas Sarkozy s'est assis joyeusement, mais l'état d'esprit des Français est toujours le même, et si on pouvait, comment dirais-je, faire une enquête d'opinion réellement objective, on pourrait constater que le rejet de l'Union européenne est devenu de plus en plus important en France. Comment vous le vivez en Belgique? Est-ce que vous analysez ce phénomène de la même manière dans votre pays? La Belgique a toujours été un des pays les plus pro-européens avec beaucoup de conditionnement médiatique en ce sens. Je crois que beaucoup de citoyens se rendent compte que la politique européenne n'est pas bonne pour eux, mais je crois qu'il y a malheureusement beaucoup de confusion encore sur ce plan, c'est-à-dire qu'on ne mesure pas assez quelles sont les causes qui sont à trouver dans le fonctionnement du système capitaliste lui-même, c'est-à-dire que les plus forts bouffent les plus faibles, et voilà. Et donc, on a aussi des illusions que si on sortait de l'Union européenne, ça s'arrangerait, mais ça, c'est une illusion pour moi. L'idée que si la France ou d'autres pays redevenaient indépendants de l'Europe, ça irait mieux sur le plan économique et social, non. Parce que c'est pas l'Europe elle-même qui provoque les phénomènes économiques, à commencer par la concentration. La concentration, ça a toujours été le propre du système capitaliste, une concentration constante de moins en moins d'entreprises, de plus en plus puissantes. Vous savez, en 1900, vous aviez en Europe 1 millier de fabricants d'automobiles. Vous aviez 1 millier de marques. Moi, je me souviens, j'aimais. Et à la sortie de 45, il y avait bien encore une centaine de marques. Je me souviens, moi, je jouais avec des Tinky Toys, j'étais passionné par les bagnoles, donc je connaissais toutes ces marques. Je pourrais encore vous citer des noms des marques qui existaient dans les années 50 et qui ont disparu. Et donc, tout ça s'est concentré, pas par une décision de l'Union européenne, mais tout simplement par la loi du marché. Les plus forts, qui ont un avantage à un moment donné, se servent de cet avantage pour couler leurs concurrents et les racheter ou les éliminer. Mais en faisant ça, bien sûr, ils aggravent les conditions de travail, ils font pression sur les salaires et toute l'exploitation augmente. Donc, la cause de la pauvreté et de la misère en France et dans les autres pays, c'est pas l'Europe, c'est pas Bruxelles, c'est l'exploitation capitaliste qui existerait toujours, même si, supposons qu'avec un coup de baguette magique demain, vous dissolvez l'Union européenne, ça n'existe plus, l'exploitation restera toujours. Et donc, la solution est pour moi la résistance à cette exploitation et le passage à un autre type d'économie. Parce que tant qu'on se fait des illusions, et vous voyez, Johnson, il a répandu cette illusion. Il a dit, avec le Brexit, tout va aller bien, vous n'allez plus avoir des immigrés, on va pouvoir vous
vous chouchoutez, vous soignez, etc. Mais regardez comment sont traités les infirmiers et les soignants en Grande-Bretagne. Regardez comment sont soignés toute une série de, de professions en paupérisation constante. Regardez comment, évidemment, ils continuent à importer des informaticiens indiens, des médecins africains, etc., pour baisser leurs coûts, tout simplement. On a une terrible hypocrisie en France particulièrement, vous êtes bien servi, mais dans tous les pays européens, sur la question de l'immigration, en disant, voilà, on est pauvre parce qu'il y a trop d'immigrés et ils viennent prendre le pain des Français, des Belges, des Britanniques, etc. Mais c'est idiot comme discours, parce que, premièrement, s'ils viennent, c'est parce qu'on les a empêchés de se nourrir là-bas et que nos guerres, nos pillages de nos multinationales font qu'ils sont obligés de venir, au péril de leur vie, traverser la Méditerranée, traverser la Manche et essayer de trouver de quoi tout simplement faire survivre leur famille, de un. Et de deux, c'est une stratégie des multinationales et des gouvernements qui leur obéissent d'organiser cette importation pour justement peser sur les conditions de travail, peser sur les salaires et augmenter les profits. Bolkestein, le fameux commissaire néerlandais, je ne sais plus de quoi il était, je crois que c'était du travail, il était commissaire, il a fait une directive qui était très très grave parce qu'il permettait l'importation d'esclaves venus des pays de l'Est et que donc on avait le droit en France, en Belgique, en Angleterre, de payer un travailleur de Bulgarie, de Pologne, etc., à son niveau de salaire de là-bas, avec ses Oui. sociales lamentables, etc. Donc, c'était vraiment l'importation d'esclaves. L'hypocrisie a même été que le dernier bâtiment monstrueux, d'ailleurs, de l'Union européenne à Bruxelles, près de la place Schuman, a été construit par une quantité de travailleurs au black. Il y a eu des accidents, ils n'étaient pas couverts, c'était en sous-traitance. L'Union européenne elle-même l'a fait. Donc, vous voyez, ça a été une politique pour augmenter l'exploitation. Et bon, l'Union européenne renforce cette politique, mais chaque pays serait indépendant, la même chose se passerait. On ne pourrait pas empêcher les patrons français d'importer des esclaves. Bien. Cette directive Bolkestein, elle est apparue, avait provoqué beaucoup de remous. Maintenant, on constate qu'elle est mise en application sans que ça ne révolte personne. Michel, j'aimerais avoir votre avis sur ce qui se passe en Italie, où nous avons assisté il y a quelques mois à un coup d'État parlementaire organisé je pense, par le groupe Bilderberg. En tout cas, tous les éléments que j'ai pu réunir le confirment, qui a vu donc le Premier ministre Giuseppe Conte poussé à la démission, en tout cas à la chute de son gouvernement, et être remplacé par Mario Draghi, qui est l'ancien président de la BCE, ex-vice-président de Goldman Sachs, au poste de président du Conseil. Donc un Premier ministre qui n'a été élu par personne, avec un gouvernement composé de gens qui ont tous perdu les élections, dans un pays de l'Union européenne. Comment vous analysez-vous cette anomalie? C'est extrêmement triste, évidemment. Dans l'équipe Investigation, nous avons une amie qui vient d'Italie. Nous avons de bons contacts avec des collègues italiens, on va dire. Et c'est extrêmement triste. Je pense que c'est un pays qui est victime de la faillite de ses partis politiques traditionnels et de leur capitulation et des fausses alternatives qui ont été propagées aussi bien par Salvini que par Beppe Grillo et par d'autres. Je pense aussi à l'ex-premier ministre qui venait du Parti démocrate, là son nom ne me revient pas. Mais Matteo Renzi? voilà. En fait, vous savez, moi je pense qu'on a en Italie et ailleurs une sorte de parti unique. C'est-à-dire qu'ils sont tous d'accord sur l'essentiel. Et donc, on a un changement personnel qui est pas très important.
Antonio Gramsci avait analysé ça. Il avait expliqué la classe bourgeoise, quand elle est contestée, quand elle est en crise, elle n'a pas de problème à remplacer son personnel politique. Et comme ça, les gens pensent encore que ça va aller mieux et ils sont repartis pour 4 ou 5 années d'illusion. Donc c'est quelque chose j'ai l'impression qu'on a un petit blocage d'image. Oui, mais j'ai le son. Voilà, ça va revenir. Continuez, Michel, je vous en prie. D'accord. Euh, je voulais dire que, en fait, la classe bourgeoise est capable de changer de personnel politique rapidement et de le remplacer par d'autres. On a eu ça en France aussi. Vous aviez Sarkozy discrédité, vous aviez Hollande discrédité. On a sorti du chapeau du magicien un Macron, ni gauche ni droite, mon œil, qui a fait une politique extrêmement à droite et qui apparaissait comme un homme nouveau. Et en plus, il était jeune et beau. Donc voilà. Et la prochaine fois, on sortira autre chose du chapeau. La même chose en Italie. Alors, du chapeau en Italie est sorti le soi-disant technocrate apolitique, mais c'est en réalité un idéologue et un gestionnaire de ce que j'appelle le parti unique. Et d'ailleurs, tout le monde s'est rangé derrière lui. Absolument, absolument. Alors, comment vous analysez cette psycho-pandémie, Michel? Excusez-moi, j'ai l'impression que ma caméra a un petit problème. Vous voulez pas Oui, qu'on fasse une petite pause et qu'on essaye de redémarrer avec l'image? oui, bah, si vous voulez, ressortez du studio et revenez, je vous attends. On va faire ça. Voilà. Je quitter le studio. Un petit problème d'ordre technique qui est probablement dû au flux d'Internet. Ça arrive de temps en temps, ça nous est arrivé hier pendant l'émission en direct sur le convoi de la liberté. Donc, patientons quelques instants. Voilà, Michel revient. Revenez. Voilà, Michel. Voilà, c'est remis. Alors, j'aimerais qu'on dise un mot quand même sur la situation au Proche-Orient, parce que là, on a l'impression que les choses sont irrémédiablement figées. Je sais que vous avez pris position sur la situation des Palestiniens à de nombreuses reprises. Je me souviens d'un certain nombre de vérités que vous avez assénées sur des plateaux de télévision français devant des gens qui étaient médusés par votre culot ou votre courage. Vous êtes l'un des rares journalistes qui a osé dire la vérité sur la politique criminelle de l'État d'Israël, qui est un État qui n'a respecté aucune des résolutions de l'ONU et pour lesquelles d'ailleurs Yitzhak Shamir disait que Israël placardait les résolutions de l'ONU dans les toilettes. C'est dire le mépris qu'ils ont toujours éprouvé pour le droit international. Est-ce que vous voyez une issue possible à l'affaire entre les Israéliens et les Palestiniens? Est-ce que vous croyez à une solution à deux États? Est-ce que vous croyez à une solution à un État unique? Ou est-ce que vous croyez que les choses vont rester figées là et que rien ne se réglera et que pour que les choses changent, il n'y aura pas d'autre alternative qu'un affrontement armé entre les forces de la coalition, l'Iran, la Syrie, le Liban, contre Israël? Ou comment vous voyez l'avenir de cette région, Michel? Ça fait beaucoup de questions en même temps. Je vais essayer de les retenir dans un coin de ma tête. La, la première, disons, j'ai pas l'impression que les choses soient figées. Ça peut donner cette impression, mais en fait, je pense que Israël est en difficulté sérieuse parce que la résistance palestinienne continue. C'est un peuple qui ne s'avoue pas vaincu, c'est un courage absolument admirable. Et en fait, Israël avait réussi
avec la complicité des médias occidentaux, à construire une image trompeuse. Nous sommes le petit pays, on est des Européens comme vous, et on est entouré de grands méchants arabes qui sont racistes, qui nous aiment pas, qui en plus sont des dictatures. Et donc, nous, on défend la démocratie et on défend l'Occident. D'abord, c'était on défend l'Occident contre le communisme, puis c'était contre le terrorisme, et voilà. Mais cette image, elle est en train de craquer. L'opinion publique européenne est majoritairement scandalisée par le colonialisme et l'apartheid d'Israël, et ces choses sont encore plus évidentes qu'au moment où, chez Frédéric Tadei, j'ai eu l'occasion de les proclamer, pardon, ce qui était inhabituel à la télé, et de sorte qu'au bout de quelques années, non seulement j'ai été exclu de France Télévisions, mais en plus l'émission elle-même est passée à la trappe. Donc, je crois que ces aveux et ces censures sont la preuve qu'ils savent qu'ils s'affaiblissent. Vous avez des sondages chez les Juifs aux États-Unis et en France qui montrent que la jeune génération ne croit plus en Israël, ne veut plus le défendre, ne veut plus subir les conséquences de ces politiques guerrières et agressives. Et ça inquiète beaucoup les dirigeants des États-Unis. Donc, si vous voulez reprendre un petit peu le moral et la confiance, vous n'avez qu'à lire ce que les stratèges du colonialisme sioniste eux-mêmes disent, c'est que les temps deviennent difficiles pour eux. Et ça doit clairement encourager nous ici en Europe de l'Ouest à renforcer le mouvement BDS, à renforcer le mouvement de boycott qui leur fait peur, et surtout à renforcer le travail d'information au niveau d'investigation. On a des projets là-dessus, on aimerait avoir plus de moyens, plus de soutien pour les mettre en œuvre. Je pense qu'il faut donner la parole aux Palestiniens, il faut contrer cette déshumanisation. Le Palestinien, c'est soit un terroriste, soit un excité, mais en tout cas, c'est quelqu'un comme nous aussi, c'est des papas, des mamans, des gens comme vous et moi, et des souffrances abominables dont malheureusement les régimes européens sont complices. Et je crois qu'on a un énorme travail à faire là-dessus. Israël n'est pas en position de force pour plusieurs raisons. D'abord, il a subi une défaite militaire au Liban en 2000, puis en 2006, quand il a essayé de nouveau de s'installer, il a subi une défaite. Et donc, il y a puis une force qui a montré qu'on pouvait vaincre Israël militairement. Ça, c'est quelque chose qui les inquiète beaucoup. Absolument. Le Hezbollah, vous faites allusion au Hezbollah, Michel? On va encore devoir sortir, et je vais encore devoir sortir des choses. Je suis désolé. Allez-y. Mes chers amis, faites preuve de tolérance et de patience, ça va se régler dans un instant. Et on va pouvoir reprendre le cours de cette conversation. Appareil non connecté, Michel. Oui, il y a un problème avec la caméra apparemment. Ah, vous voilà revenu. Vous avez un problème avec la caméra. Tant qu'on y est, avant de relancer, que à mon avis, c'est chez moi. Oui, parce que moi, mon image est fluide. Je suis sur la fibre. Mais je veux dire, vous me voyez bloqué, hein? Oui, par moment, mais là, c'est fluide. Oui, mais je crains que ça recommence. Bon, ben, c'est un problème de flux d'Internet, à mon avis, Michel. Ça arrive de temps en temps. Je pense que comme moi, j'utilise des programmes qui sont en contradiction avec celui-ci, dont Skype. J'ai fermé Skype quand c'est arrivé. Je vais vous proposer quelque chose, désolé. Je vais redémarrer l'ordinateur et en espérant que ça ira mieux. Non, mais Michel, on peut continuer comme ça. On est presque au bout de l'émission. Dans 5 minutes, on a terminé. Ah ok, vous m'aviez annoncé 1h30, alors à cette non, on va faire plus court. C'est la première émission. Ah très bien, pas de problème. Alors, on va espérer.
Et puis, vous me donnerez l'occasion de vous réinviter parce que, comme vous le savez, vous êtes quelqu'un que j'apprécie et je sais qu'en France, vous êtes quelqu'un de très apprécié. Donc, je serais ravi de vous réinviter sur TV ADP pour la plus grande joie de nos téléspectateurs. Mais je voulais qu'on aille un peu plus loin sur le Proche-Orient. Donc, vous disiez que pour vous, la situation n'est pas figée, qu'Israël se sent fragilisé. Oui, Mais dernier élément, c'est qu'Israël sait bien aussi, évidemment, que son parrain, les États-Unis, hein, dans le livre Israël, parlons-en, j'ai interviewé Chomsky qui disait Israël, c'est le petit chien des États-Unis. Donc, il sait très bien que justement, le maître n'est plus aussi puissant qu'avant et ne peut plus le protéger de la même manière. Et donc, Israël est inquiet. Donc, on a vu Netanyahou se rendre régulièrement à Moscou pour discuter. Il cherche un peu à diversifier les alliances, il cherche comment maintenir sa position. Mais si le peuple palestinien parvient à reconstruire son unité, parce que l'ennemi a réussi à le diviser malheureusement, si ce que j'appelle le front de la résistance des différents pays et mouvements au Moyen-Orient renforce encore sa coopération, avec le changement du rapport de force dont nous avons parlé tout à l'heure, États-Unis, Russie, Chine, moi je crois qu'il y a des perspectives beaucoup plus favorables pour les peuples de la région, y compris le peuple palestinien, et ce serait très important parce que ce serait un signal que jamais l'oppression et l'agression ne l'emporteront sur le long terme et que justement une vraie démocratie va enfin pouvoir s'installer en Palestine et une démocratie qui n'est évidemment pas du tout ce que Israël propose. Vous aviez parmi vos questions mentionné un État, deux États. Ma réponse est c'est aux Palestiniens à décider. Ils ont déjà plusieurs fois dit que la seule vraie solution, c'est un seul État, parce que si vous constituez deux États, ben, les grandes puissances extérieures vont toujours justement favoriser l'un contre l'autre et essayer de jouer, comme tous les colonialistes ont toujours fait, la division. Donc, il faut un seul État aussi parce que c'est la solution la plus démocratique. Ça permettrait aux gens de vivre là où ils sont. On n'aurait pas des déménagements absurdes de population. Ça permettrait aux gens qui ont été chassés de revenir là où ils étaient. Puis après, il faut quand même en Afrique du Sud trouver des aménagements pour respecter les droits de tout le monde. Donc, un seul État, c'est le principe même de la démocratie. Un État, un homme, une femme, une voix. C'est justement ce qu'Israël ne veut pas, parce qu'il sait qu'alors il serait en minorité. oui, mais vous pensez sincèrement qu'un État, un seul État comprenant donc des Palestiniens et des Israéliens, des Juifs, est viable? Je recevais il y a quelques semaines Jacob Cohen qui me décrivait la situation israélienne comme extrêmement paradoxale, en ce sens que la société israélienne est elle-même extrêmement divisée entre juifs ashkénazes et juifs séfarades, les ashkénazes se considérant comme des êtres supérieurs aux séfarades, les séfarades se considérant eux-mêmes comme des êtres supérieurs aux falachas. La société israélienne est extrêmement divisée. Oui, Et Adam, pardon? ça ressemble un peu au caste en Inde. Pour un pays démocratique, c'est pas un Oui, exemple. c'est ça. Alors, vous ne pensez pas que le jour venu, parce que moi, je pense qu'aucune injustice ne peut durer pour l'éternité, et un État bâti sur la violence, par le sang, ne peut pas être viable, selon moi. Et à un moment ou à un autre, les Israéliens risquent de vivre ce que les Français ont vécu en Algérie à partir de 1960. On va assister à un exode massif des Juifs d'Israël vers les pays occidentaux, en tout cas ailleurs qu'au Proche-Orient, non? Ce n'est pas ce que je souhaite. Je pense que justement, ce danger est une raison de plus pour obliger tout le monde à négocier vraiment, pas en façade, et à trouver un accord de paix et à trouver des solutions. Je pense que les principes doivent être clairs. On n'avait pas le droit de chasser les Palestiniens.
on n'a pas le droit d'en faire des citoyens de seconde zone. L'apartheid et les discriminations, ça doit cesser entièrement. Après, il faut trouver, mais c'est aux Palestiniens et pas à moi, à décider comment. Il faut trouver des aménagements. L'idée, mais il y en a déjà beaucoup qui l'ont dit, l'idée étant que les Juifs qui sont là maintenant peuvent et doivent rester, à condition de ne pas exiger des privilèges exorbitants et d'accepter la situation, comme en Afrique du Sud, ils peuvent et ils doivent rester. Je pense que ça, c'est la perspective. Et je pense qu'il faut augmenter la pression dans ce sens, en montrant aussi, comme l'ont fait certains écrivains, israéliens notamment, que Israël fait du tort aux Juifs. C'est Israël, par son racisme, qui exacerbe l'antisémitisme qu'on peut constater beaucoup en Europe aussi, en Europe occidentale. Et justement, si on cesse cet amalgame Israël égale juif, et je vous ferai remarquer que beaucoup de juifs sont contre la politique de l'État d'Israël. Je vous ferai remarquer qu'il y a des Palestiniens juifs qui sont contre aussi cette politique. Si on cesse cet amalgame et qu'on aborde simplement dans l'idée, voilà, il faut un État démocratique, les mêmes droits pour tous, à ce moment-là, ça prendra une génération. Il est clair que vous n'allez pas avoir du jour au lendemain tout le monde qui va se taper sur l'épaule, mais ça peut fonctionner. Le problème, c'est qu'on est confronté à une contradiction de taille. Moi, je fais partie des journalistes qui affirment que le pire danger pour les Juifs, c'est le sionisme. Surtout depuis que le sionisme a adopté le messianisme biblique, en faisant croire qu'au fond, depuis 2000 ans, comme disent les Juifs du monde entier, l'an prochain à Jérusalem, ils sont en train de réaliser le rêve biblique. Donc on est en train de tromper ce peuple en lui faisant croire que l'existence d'Israël, qui est due, si on se rappelle des conditions dans lesquelles a été votée la naissance et la création d'Israël à l'ONU sur la base de menaces, sur la base de chantage, sur la base de la création d'Israël est le résultat quand même d'une opération plus que douteuse, plus que trouble. Alors imaginez que ce pays, la création de ce pays soit l'aboutissement de la volonté de Dieu avec de tels procédés, ça me paraît un peu paradoxal. Alors, bien évidemment, je pense qu'il va y avoir une difficulté majeure entre les sionistes convaincus et ceux qui commencent à prendre conscience que leur futur n'est pas viable dans un environnement où on a semé la mort, la désolation, la destruction, parce qu'on a détruit un peuple. Et il y a quand même des millions de réfugiés au Liban, en Syrie, en Irak, dans les pays voisins. Michel, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Oui, j'ai visité des camps au Liban de réfugiés. C'est effectivement, ça doit absolument être résolu. Si vous le permettez, je vais aller chercher le bouquin que nous avons publié là-dessus parce que je suis en Je, train de travailler à sa réédition. je vous en prie, je vous en prie. Dans le livre Israël, parlons-en, qui sont donc une vingtaine d'entretiens que j'ai faits il y a déjà quelques années, mais dans l'idée de construire un livre durable, on analyse ce dont vous parliez, c'est-à-dire ce mythe. Nous, Juifs, avons le droit de chasser les Palestiniens parce que nos ancêtres habitaient ici et qu'ils ont été chassés par l'Empire romain. Alors c'est très intéressant cette histoire et je crois qu'on devrait beaucoup en parler et en parler dans les écoles, mais en parler bien, parce que, à supposer que ce soit vrai, étant donné que dans le monde entier, il y a eu des migrations, des mouvements, des mélanges et des populations qui en ont remplacé d'autres, ben, je suis désolé, mais il n'y a plus personne dans le monde qui va être tranquille. Parce que moi, ici, près de Bruxelles, je risque de voir débarquer je ne sais pas qui me dirait et mes ancêtres étaient ici, non, dégage. Ou bien je te laisse la cabane au fond du jardin pour vivre comme vont les réfugiés C'est palestiniens. ça.
en France aussi, vous allez avoir la même chose. Tout ça, ce sont des migrations incessantes. Donc, il n'y a personne qui va rester tranquille. Donc, cet argument est idiot. En plus, il est complètement faux dans le cas de la Palestine parce qu'il n'y a pas eu d'exode. C'est un mythe qui a été raconté par les sionistes pour embobiner en jouant sur le caractère religieux, en plus par des dirigeants sionistes qui eux-mêmes n'étaient pas croyants, et beaucoup de dirigeants maintenant ne le sont pas non plus, mais ils continuent à raconter ça, et on devrait quand même avoir une discussion en Europe occidentale aussi, mais comment on peut raconter des imbécilités historiques pour justifier des massacres actuels parce que l'exode n'a pas eu lieu. Dans le bouquin, Shlomo Sand montre effectivement que c'est un mythe auquel les dirigeants et les archéologues israéliens ne croient pas eux-mêmes. Voilà, c'est un mythe utile. Et il y a dans le livre aussi des travaux d'Ilan Papé et des travaux même d'un historien sioniste, mais sioniste à fond, que j'ai interviewé, qui s'appelle Benny Morris, qui a publié des cartes en disant oui, c'est vrai, nous les avons chassés, c'est les Palestiniens qui habitaient ici, on a détruit leurs maisons, on a détruit leurs champs, on a tout détruit et on a pris leur place. Donc, en réalité, il n'y a pas eu d'exode, et donc les Juifs venant de France, d'Allemagne, de Pologne, de Russie, où effectivement ils étaient en proie à un racisme important et grave, ce sont des colonisateurs. Et le livre montre aussi dans d'autres chapitres, dans d'autres interviews, que ce sont des colonisateurs qui se plaçaient vraiment dans la perspective coloniale. Les sionistes ont d'abord proposé leur service à l'Empire ottoman, donc l'Empire turc, mais celui-ci était en déclin et n'était plus à même de garder son contrôle sur la Palestine. Et puis ils ont réfléchi, nous ne pouvons pas réussir notre projet si on n'a pas une grande puissance coloniale derrière nous, laquelle est-ce qu'on va prendre, l'Allemagne, l'Angleterre, et ils ont donc négocié âprement avec les impérialistes britanniques, qui ont dit effectivement c'est intéressant pour nous, on sait bien qu'on va devoir se retirer du Moyen-Orient, qu'on ne pourra pas contrôler ça ad vitam aeternam, donc avoir des colons là-bas, c'est intéressant pour nous. Tous les textes le prouvent, etc. Mais voilà, vous ne pouvez pas dire ça à la télé, vous ne pouvez pas dire ça dans les médias, et malheureusement, même dans les manuels d'histoire, ça n'est pas là. Si les jeunes étaient au courant de la supercherie, de la manipulation qu'on leur raconte sur l'histoire, ils diraient mais c'est évident que les Palestiniens ont le droit de vivre là-bas et de retourner sur leur terre, et c'est évident que les Juifs qui sont venus là, ils doivent reconnaître ce fait et cesser de se comporter comme les maîtres du monde aussi. Michel, il y a un dernier point sur lequel je souhaiterais avoir votre point de vue. C'est cette psycho-pandémie qui s'est propagée dans le bloc occidental, puisqu'on constate que tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne, hein, que ce soit l'Inde, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine. Ce problème est traité avec beaucoup plus de souplesse. Nous, on nous impose des mesures sanitaires qui dépassent l'entendement, puisque on frôle l'État totalitaire en Europe et aux États-Unis et au Canada. Comment vous analysez ça, vous? Ça va être difficile d'en parler en 2 minutes parce que Oui. je crois qu'on doit remonter aux causes du problème, et on a actuellement des opinions qui sont très très divisées, avec selon moi de la confusion sur les causes des phénomènes, et donc on a effectivement une restriction des libertés qui était évitable, mais on doit comprendre comment c'est le péché originel en quelque sorte, c'est la réaction de départ qui a été fausse et mauvaise. Il y a une dizaine de pays dans le monde qui ont géré bien ou très bien pour certains la pandémie, et qui ont appliqué la stratégie vite et fort, qui exige des sacrifices, qui exige de la discipline, qui exige aussi une attention à la pratique et la volonté de sauver les vies
en les faisant passer avant les profits des entreprises et des multinationales. Et donc, cette dizaine de pays a pu reprendre assez vite, mais parfois même très vite, une vie normale ou presque normale, on va dire. Donc, la grande question, c'est pourquoi on a, en Occident et aux États-Unis, on a refusé de suivre les conseils de l'OMS, qui n'est pas toujours irréprochable, mais qui, sur ce plan-là, avait bien énoncé dès le début, vous avez deux stratégies. Une stratégie de mitigation en anglais, donc de temporiser, de composer avec le virus et de voir que les hôpitaux ne soient pas trop surchargés, qu'il n'y ait pas trop de morts. Et l'autre stratégie, disait l'OMS, c'est éliminer le virus, c'est-à-dire tester, tracer, isoler, soutenir et aider socialement, parce que c'est beaucoup des pays socialistes qui ont bien réussi, et faire des confinements limités dans l'espace et dans le temps, et se baser vraiment sur une très très bonne détection et une très très bonne assistance aux gens contaminés. Donc la grande question, c'est pourquoi on a refusé de suivre cette stratégie en Europe et pourquoi vous avez le président Macron qui, le 11 mars, alors que les morts commençaient à tomber massivement en Italie, disait non, non, nous, on va renoncer à rien, on va renoncer ni au théâtre, ni aux terrasses, continuer à vivre comme avant et montrer l'exemple. Et puis 2 jours après, il dit ah non, nous sommes en guerre, il faut faire tout le contraire de ce que je viens de dire, il faut prendre les choses très au sérieux. Donc, dans le livre Planète Malade que j'ai publié en décembre 20 déjà, j'ai analysé que pour moi, la grande faute, c'est chez Macron et tous les dirigeants occidentaux, pratiquement tous, qui ont refusé d'étudier l'expérience qui s'était produite dans ces pays, qui ont refusé d'analyser ce qui se passait et de prendre une stratégie scientifique, en fait. On a fait passer le profit des multinationales avant la santé des gens. Et tout ce qui en a suivi, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais je vais prochainement faire une série, puisqu'on a le 2e anniversaire, je vais faire une petite série de vidéos courtes qui s'appellera les 10 non-dits du Covid ou quelque chose comme ça. Je vais analyser en quoi la stratégie de l'Occident a failli, avec comme conséquence beaucoup de morts évitables, beaucoup de souffrances psychologiques évitables et l'aboutissement à cette ambiance très lourde de découragement, de lassitude, de division entre les gens. Il y a des familles où on peut plus parler du sujet parce que sinon c'est la dispute. C'est pas normal une société comme ça. C'est une maladie, c'est un virus. On devrait pouvoir en discuter, on devrait pouvoir échanger, voir qu'est-ce qui est scientifique, voir quelles sont les mesures qui ont bien marché dans certains pays et les mesures qui n'ont pas marché chez nous, et en tirer des leçons et en discuter. Normalement, c'est une question scientifique, c'est une question de santé. Ça devrait pas être la bagarre partout. Donc, ouais. Je crois que Macron et ses collègues ont une énorme responsabilité. Je crois qu'il faut regarder ça en profondeur et c'est ce que je vais encore essayer de faire avec Investi Action. Michel, votre image est figée, donc on va conclure là-dessus. Si vous le voulez bien, on se donne rendez-vous, comme je le fais pour tous mes invités, dans un trimestre pour refaire un point sur la situation. On va essayer. On va essayer. Je sais que vous avez un emploi du temps de ministre, mais on va essayer de trouver une petite heure quelque part. Tous 2 livres, dont un sur Israël d'ailleurs, qui sont en panne depuis 1 an et demi, 2 ans. Et Investigation, c'est beaucoup de temps, de charge de travail. Et oui, donc, je le vois. Je vais essayer bientôt de rentrer en mode livre. Et à ce moment-là, on ferme la porte, on ferme les fenêtres et on se concentre parce que sinon, jamais un livre ne sort. Et je crois, c'est plus à la mode la lecture, mais je crois au contraire que lire, c'est résister, c'est se permettre de comprendre le monde et qu'on en a besoin. Voilà. Absolument. Michel, je vous remercie infiniment pour cette heure passée ensemble. Je suis sûr que nos
auditeurs, nos téléspectateurs, les internautes auront apprécié votre intervention et vos analyses. Si vous le voulez bien, on se retrouve dans un petit trimestre. Je demanderai à mon assistante Nina Singer de reprendre contact avec vous. L'émission sera diffusée dimanche soir à 19h sur TV ADP et sur les réseaux sociaux. Michel, je vous souhaite une excellente journée et une longue vie. Et je vous dis à bientôt. Merci, bonne journée. Merci.